L'objectif de la conférence, c'est de présenter les actions de la ville de Quetigny et de ses partenaires sur le thème de la ville nourricière. Quetigny fait partie de la métropole qui a un projet d'autosuffisance alimentaire. Et depuis quelques années, Quetigny a monté plusieurs projets d'installation en agriculture bio, de cuisine bio à la cantine, que ce soit à la crèche, en maternelle ou en école primaire. Il y a déjà des agriculteurs installés sur la commune qui, depuis plusieurs années, voient l'évolution du changement climatique. Donc l'objectif de cette conférence, de cette présentation, c'était en effet de vous montrer la diversité des actions menées à Quetigny sur le thème de l'alimentation, de l'agriculture périurbaine. Et puis également, vous avez les personnes en face de vous, si vous voulez leur poser des questions. Ils sont là aussi pour dialoguer avec vous. Monsieur le maire, Rémi Détang, bonjour. Oui, bonjour. Donc Rémi Détang, effectivement, maire de Quetigny, vice-président de la métropole. Et donc, sur le thème, mon collègue Philippe, on va faire une intervention en duo, en tout cas. Moi, je voudrais peut-être parler de la maîtrise foncière. C'est l'identité de la ville. La maîtrise foncière, c'est ce qui a permis, en tout cas, l'urbanisation de la ville. C'est Roger Raymond qui avait monté une régie. Alors aujourd'hui, les régies n'existent pas. Enfin, on peut les créer, c'est pas un problème. Mais au niveau de la métropole, nous avons un EPFL, ce qu'on appelle un EPFL, c'est un établissement public foncier local, dont je suis le président d'ailleurs. Et c'est vraiment l'outil au service des 23 communes et de la métropole qui permet de maîtriser, d'acheter le foncier, que ce soit du bâti, du non-bâti. Et le PFL peut porter cette propriété le temps que la commune ait un projet défini. À Quetigny, cette maîtrise foncière fait que la ville est propriétaire des terrains jusqu'en pied d'immeuble, quel que soit le quartier. Ça veut dire que l'on soit dans le logement social, que l'on soit dans la copro, que l'on soit en pavillonnaire, s'il y a des espaces publics, ils sont ville de Quetigny. Ce qui nous permet d'avoir un entretien égal, quel que soit le quartier. Et puis surtout, ça nous permet de faire, je dirais, ce que l'on veut, enfin en fonction bien sûr du programme municipal qui a été présenté, mais qui nous permet de maîtriser. Je pense par exemple les jardins partagés, c'est aussi installer les jardins familiaux. Les jardins familiaux, c'est 250 parcelles qui sont sur des terrains de la ville. La ville est propriétaire également de un peu plus de 50 hectares de terrain, ce qui permet de faire des échanges, en tout cas, lors des installations que l'on veut faire. C'est ainsi que l'on a installé Promut, avec cette volonté de cultiver des fruits rouges, des cassis, et donc les jardins du cœur qui vont s'installer prochainement. Voilà, c'est cette maîtrise foncière qui est importante, et c'est ce qui nous permet d'avoir effectivement des projets sur la ville. Merci, monsieur le maire. Philippe Schmitt, vous êtes adjoint au maire, en charge du patrimoine, de l'urbanisme, mais aussi du développement soutenable et de l'économie sociale et solidaire. Alors justement, suite à l'intervention du maire sur la maîtrise foncière particulière à Quetigny, est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur ces actions qui sont menées sur la zone agricole, mais aussi en ville? Oui, merci Benoît. Ça marche je voulais revenir un peu sur le passé, parce que l'état actuel, qu'on verra tout à l'heure, de tout ce qu'on a fait, plus près, c'est issu quand même de 7 années, 8 années de travail sur l'agenda 21, puisque en 93, on a voté au conseil municipal un agenda 21. Un agenda 21, c'est les actions qu'on voulait faire pour le développement durable sur les 6 années d'après. Et dans cet agenda 21, on avait une fiche sur le bio, notamment, qui était la promotion du bio. Et ça nous a amené à réfléchir à tout ce qui se faisait sur la ville, parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons sur la ville. On a des maraîchers bio sur la ville, on a les jardins familiaux. Et donc on a été amené, avec cet agenda 21, à enrichir notre réflexion sur tout ce que l'on pouvait faire. Et on a voulu, je vais revenir sur le marché bio qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est la 5e édition. On souhaitait organiser
à chaque anniversaire de la Jean 21, un événement. Alors ça a été une première kermesse la première année. Après, on a eu la fête des vélos qu'on a eu sur la ville. Et ensuite, il y a eu le marché bio. Et comme c'est un marché qui a bien fonctionné, avec à la fois beaucoup d'exposants, mais aussi beaucoup de visiteurs, on a décidé de pérenniser. Donc aujourd'hui, c'est la 5e édition. Et il n'y a pas que le marché bio. On a aussi toute une réflexion qui n'était pas dans notre programme au départ, qui était de faire un jardin partagé. Donc un jardin partagé en pied d'immeuble avec des habitants qui participent, qui soient à la fois dans le collectif et à la fois dans l'habitat social. Et bon, c'est beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on a maintenant un deuxième projet, puisque on a, dès que ça sera terminé de construire, sur la palette Ex-Atlas, pour ceux qui connaissent, on a le projet de créer aussi un jardin partagé à cet endroit-là. Donc parce que c'est aussi du lien social, outre le fait que les gens produisent leurs tomates ou font pousser des fleurs. On a, et comme Monsieur le maire le disait tout à l'heure, donc on a rendu 60 hectares à l'agriculture avec le PLU, et parallèlement à ça, on a lancé un appel à projet pour implanter un maraîcher ou en tout cas un agriculteur bio, et c'est Promut qui a remporté l'appel d'offres. Il en parlera plus tard. Et parallèlement à ça, on a eu une opportunité qui était ce qu'on appelle TEPCV, qui est la transition, les territoires à énergie positive. C'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Et dans cet appel à projet, il y avait des financements pour mener des actions. Alors c'est vrai que c'était en 2 parties, et Quetigny a donc gagné la première partie, c'était 125 000 € de mémoire, et ça nous a permis de démarrer des actions qu'on avait en projet, mais après il faut trouver les financements, et dans un budget, des fois c'est un peu serré, on est obligé de reculer certaines actions, et là on a pu les démarrer tout de suite, et le jardin partagé notamment a été financé par TEPCV. Et on a eu aussi donc la deuxième partie de TEPCV avec une somme de 375 000 €. Pas tout à fait d'ailleurs, parce que ça a été baissé à la fin. Voilà, donc on a ce jardin partagé aussi grâce à ça. Alors on a aussi donc des écoles primaires et maternelles. On avait déjà un premier marché bio, un marché pour mettre du bio dans les cantines, qui était de 15%. En comptant le pain, et sur le dernier mandat, on est passé à 20% sans le pain. Et le prochain, on essaiera de voir pour augmenter encore cette part du bio dans les cuisines de nos petits-enfants. Et puis parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle le multi-accueil, qui a donc une cuisine intégrée. Et là, on est la seule ville de Côte d'Or à avoir une cuisine intégrée. Et je vois Patricia derrière, qui était la cheville ouvrière de ce projet. Et on a aussi donc dans cette cuisine du bio. Alors là, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage exact, mais tous les légumes sont produits par une agriculture bio de Quetigny, avec la ferme de Bouet-de-Pierre. Et il y a un échange aussi, il y a des animations qui sont faites, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont chez lui pour voir comment poussent les légumes, parce que c'est bien beau de les avoir dans les assiettes, mais si on n'a jamais vu comment pousser une tomate, on ne sait pas. Donc il y a cette volonté de toujours d'aller dans le bio, et puis d'avoir aussi des agriculteurs bio sur la ville. Et on est en train sur certaines parcelles de la ville, il n'y a pas très longtemps, on avait des lentilles qui poussaient, là bientôt on va avoir des artichauts. On met à disposition, au travers d'une convention évidemment, des terrains pour qu'ils soient cultivés en bio. Voilà. Vas-y, Théo. Juste sur la restauration scolaire, l'idée première dans les années 70, c'était d'offrir un repas équilibré, au moins un repas équilibré par jour aux enfants. C'est encore vrai pour certains enfants aujourd'hui. Après, par rapport à la montée du bio, aujourd'hui, on a des prestataires qui sont incapables de fournir davantage de bio, ou qui pourraient le faire aussi. Alors, il y a un effet. Par exemple, lorsqu'on est passé de 15
à 20%, c'est 20 000 euros de plus. Et ce qui est intéressant, et nul doute que mon collègue de la métropole va en parler, c'est comment on peut mutualiser. On parle de légumerie, on parle de cuisine éventuellement métropolitaine de restauration. Et effectivement, il y a une piste de réflexion dans ce domaine-là, en tout cas, c'est évident. Et je voulais rajouter, parce que je l'avais noté, donc je vais le dire. On a, dans un programme municipal, on fait un programme sur un instant T, puis la vie, elle fait qu'il y a des opportunités qui se créent. Et par exemple, on a eu l'opportunité de racheter un verger bio, dans lequel on a, donc, qui vit, hein. Et puis on a un rucher maintenant avec 11 ruches à cet endroit-là. Et ça permet d'être dans une logique. On essaie de continuer une logique. Voilà ce que je pouvais te dire. Il y a des choses qui me reviennent en tête dans le débat. Merci Monsieur Schmitt. Donc on voit une histoire assez longue à Quetigny, avec Roger Raymond, avec la construction de la ville, avec la régie foncière, avec la maîtrise du coût du foncier à Quetigny. Des actions très nombreuses et variées, que ce soit sur l'installation d'agriculteurs, que ce soit sur de la restauration scolaire, que ce soit de l'éducation au développement durable, que ce soit sur la gestion même, que ce soit avec le verger ou le rucher, la gestion des espaces verts. Des actions également à destination des habitants avec des potagers éphémères, avec des légumes à partager, que ce soit aux allées cavalières ou devant la mairie. Des animations aussi de vente pour les producteurs, avec le marché bio aujourd'hui annuel, mais aussi le petit marché bio qui est hebdomadaire. Alors, Monsieur Le Manceau, vous êtes vice-président à Dijon Métropole, en charge, j'ai pris des notes, à la transition alimentaire, le plan alimentaire territorial, le projet TIGA, et la restauration collective. Alors, avec votre expérience que vous avez sur la métropole, comment vous voyez l'action de Quetigny, et du coup, comment la métropole va agir également sur les autres communes avec des projets similaires? Alors, je précise que la métropole ne va pas agir sur les autres communes. Les autres communes font partie de la métropole. Et donc, c'est des actions concertées qu'on travaille ensemble. Dans le micro. C'est des actions concertées qu'on travaille ensemble. On doit d'ailleurs se rencontrer, je pense, la semaine prochaine, il me semble. Donc déjà, en préalable, j'aimerais remercier Monsieur le maire de Quetigny de me donner la possibilité de présenter un peu ce qu'on fait, parce que il est question d'un TIGA, et TIGA, c'est un peu codé, donc on peut quand même dire en 2 mots de quoi il s'agit. Il s'agit de développer donc un plan de transition alimentaire pour la métropole, c'est-à-dire Dijon et les communes de la métropole, en embarquant aussi les territoires associés. C'est-à-dire que sur la métropole, bien évidemment qu'on n'a pas tous les différents types d'approvisionnement. On est en relation par exemple avec la Comcom du Châtillonnais pour l'approvisionnement en viande de bœuf de qualité. Et le principe de ce projet-là, c'est que si on réussit à mieux manger, et là il faut qu'on discute des prérequis pour ça, y compris les prérequis financiers, parce que notre préoccupation c'est que tout le monde mange mieux, hein, c'est que tous les citoyens et les citoyennes puissent y avoir accès. Et Monsieur le maire faisait référence au repas équilibré par jour. Ça, c'est un enjeu qui est très important, ne serait-ce qu'au niveau des cantines, hein, c'est-à-dire avoir un vrai bon repas équilibré par jour à un prix qui soit acceptable pour tous les citoyens, donc sur la base du quotient familial. Je suppose que c'est pareil aussi à Quetigny. Voilà. Donc, l'idée générale, c'est que si on a une demande de mieux manger, eh bien, on va nécessairement mieux produire. Parce que pour que les agriculteurs puissent vendre leurs produits, il faut qu'ils aient une demande. Et cette demande, elle passe par du mieux manger. Et ça va faire évoluer les systèmes de production. Et lorsque ces systèmes de production évolueront, ça permettra encore plus au plus grand nombre de mieux manger. Donc ça, on va dire, c'est le principe un peu général du projet. Après, ça se décline dans tout un tas d'actions différentes sur
la gestion des sols, sur un label qui certifie l'origine locale, hein, parce qu'il y a une grande, discuté tout à l'heure, il y a une grande demande des citoyens aussi pour avoir un plus de climat de confiance, d'avoir du local, et qui certifie aussi la qualité des produits et la qualité de l'environnement dans lequel ils sont produits. Je vois un t-shirt là, changeons le système, pas le climat. Effectivement, un des critères de labellisation, ça sera par exemple que on augmente le stockage de carbone dans les sols. Et on va, au niveau de la métropole, du coup, voir comment ce système de transition se traduit par une évolution d'indicateurs dans le bon sens. Donc, par rapport au climat, on va regarder quelle est l'évolution de l'empreinte carbone des citoyens dijonnais, par exemple. Pour mémoire, je dirais que les actions déjà entreprises, au niveau de la cuisine centrale et de la restauration scolaire de Dijon, a permis de réduire de 40% le gaspillage alimentaire. Et quand on réduit de 40% le gaspillage alimentaire, d'une part, on réduit l'empreinte carbone, et d'autre part, avec le gain d'argent que ça représente, on peut effectivement acheter des bons produits locaux. Alors, monsieur le maire faisait référence effectivement à une légumerie. Ça fait partie aussi des projets, et puis après, on va laisser aussi la discussion et les questions. Autour de Dijon, il y avait, même moi quand je suis arrivé à Dijon il y a 35 ans, peut-être maintenant, il y avait des zones de production de maraîchage, il y avait Ruffey avec les asperges, il y avait la vallée de la Saône, qui sont des sols très fertiles, légers, qui seraient suivis au printemps, qui permettent de faire du primeur. Et en fait, avec parfois les côtés pervers des marchés publics, des grossistes, où il fallait toujours avoir tout en permanence, etc., ces petits maraîchers ont bu un peu la tasse parce qu'il y avait les grossistes qui apportaient tout ce qu'il fallait, n'importe comment, tout le temps. Et donc, l'idée, c'est de réhabiliter ces zones-là, de réinstaller des producteurs. Donc là, je vois qu'il y avait aussi monsieur qui a été installé. Et donc, c'est de multiplier ces actions-là. Mais pour éviter qu'on tombe sur les mêmes problèmes qu'il y a eu dans le passé, eh ben, on va regrouper l'offre au-delà des circuits très courts, là où on est en local, on est dans les AMAP, etc. Mais pour de la restauration, on va regrouper l'offre et on va la mettre en relation avec la demande pour qu'on puisse réellement structurer ces productions et donner aux producteurs un salaire décent. Ça va contribuer aussi à une meilleure reconnaissance sociale de ces producteurs et une meilleure alimentation pour les citoyens. C'est les enjeux qui sont derrière cette transition. Merci Monsieur Lemanceau pour votre présentation. Alors en effet, on a deux producteurs très différents à Quetigny. Alors je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Rebuot en premier et puis Alexandre pourra du coup conclure. Monsieur Rebuot, donc vous êtes administrateur à la Mutualité française bourguignonne et à ce titre-là, vous participez au projet de promute d'installation à Quetigny. Alors pourquoi une mutuelle a voulu faire des pommes bio à Quetigny? Alors la Mutualité française n'est pas une mutuelle, elle mutualise. C'est-à-dire que c'est un regroupement de toutes les mutuelles qui arrivent à fédérer et à faire un mouvement protecteur des plus démunis, des gens qui ont besoin. Et pour cela, nous embauchons des personnes handicapées, nous protégeons les personnes âgées et nous intervenons à domicile. La Mutualité française, c'est 135 établissements au travers de 165 sites et 4200 personnes, 4200 professionnels environ. Alors pourquoi un projet bio? Pourquoi un verger bio? Pour nous, l'essentiel, c'était déjà de répondre à une demande, parce que nous avons Promute chez nous qui intervient à tout ce qui est en matière paysage. Elle fait des travaux d'entretien chez les personnes, des travaux d'entretien dans les résidences, et nous avons besoin de nous déconcentrer, et aussi d'arriver à nous tourner vers une culture bio. Pourquoi le bio? Parce qu'il faut une échelle, comme le disait très bien monsieur, il faut une échelle artisanale, à échelle humaine, je veux dire. Et il nous faut quelque chose, une production locale. Et quand il y a eu l'appel d'offres fait par la ville de Quetigny, pour nous, ça a été l'aubaine, parce que depuis déjà quelques temps, on tournait un peu en rond, mais le problème, c'était la mise à disposition des terrains. Donc, suite à
à notre appel d'offres et à l'acceptation de l'appel d'offres par la ville de Quetigny, nous avons pu avoir à disposition un terrain de 4 hectares sur lequel on va planter des arbres fruitiers, des cerisiers, des pommiers, des poiriers, mais également des arbustes tels que les framboisiers, les groseilliers. Et cette production va nous servir aussi bien à la cuisine centrale de la Mutualité française, où elle fournit bien entendu les repas pour tous les établissements, pour la clinique de Talent par exemple. Et ça va également servir à pouvoir agrandir et améliorer notre activité paysagiste et permettre aussi la création d'emplois de personnes handicapées. Parce que c'est très important quand même pour les personnes handicapées d'avoir une place dans la société, de pouvoir travailler. Le droit au travail, il est reconnu pour tout le monde. Donc ça nous permet de créer des emplois et on aura à peu près une quarantaine de personnes qui travailleront sur le site à terme. Et je pense que dans les prochains mois, ça fera 5 à 6 emplois à peu près qui seront créés. Voilà globalement, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Un seul chiffre qu'on peut retenir, c'est que ce projet, pour l'installation des bâtiments, l'installation des plantations, ça va passer également au travers d'une certaine irrigation, on va dire. On va récupérer les eaux de pluie, on va faire de l'éco-arrosage, voilà. Donc c'est un projet qui se monte quand même à un peu plus d'1 million d'euros et qui malheureusement avec la crise sanitaire a pris du retard, mais les plantations continuent, les constructions vont repartir. Donc à terme, on devrait arriver à ce plan qui a été présenté pour la ville de Quetigny, à avoir la totalité qui soit réalisée. Merci monsieur pour votre présentation. En effet, donc 5 à 6 emplois sur 4 hectares, oui, sur un verger bio. Et vous avez terminé avec le mot-clé, l'irrigation, ce qui me permet de faire une superbe transition avec Alexandre Bréjean. Donc Alexandre Bréjean qui est associé à la ferme de la Noge, on va dire comme ça, qui est également administrateur au GAP 21, au groupement des agriculteurs bio de Côte d'Or, qui est donc co-organisateur du marché bio cette année, qui est quétinois aussi, puisque tu habites et travailles à Quetigny. Et l'irrigation, en effet, c'est vraiment un souci de plus en plus prenant, même avec le changement climatique. Oui, donc bonjour. Donc Alexandre Bréjean, donc de la ferme de la Noge. Donc voilà, je suis pas tout seul sur la ferme. Donc mon associé Gilles Lambert, qui a créé cette ferme depuis plus d'une trentaine d'années. Donc qui est passé en légumes, ça fait une quinzaine d'années. Et le choix du bio sur cette ferme remonte à 1998. Donc c'est un choix historique, enfin c'est un choix de longue date qui n'est pas regretté par Gilles. Peut-être un mot quand même pour le dire, pourquoi l'agriculture biologique par respect de l'homme, de la santé des paysans, de la santé des consommateurs, et le départ c'est la santé des sols. C'est-à-dire que l'idée c'est de travailler le sol pour nourrir le sol qui ensuite va nourrir la plante. C'est vraiment ça l'idée. Donc l'idée c'est d'apporter le minimum d'intrants possible, de jouer sur des variétés, de jouer sur du désherbage et de jouer sur une agriculture qui est très réfléchie, quoi. Voilà. Et l'idée aussi dans notre métier de paysan, c'est un métier qui est quand même assez difficile, c'est aussi d'être heureux dans ce qu'on fait, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Voilà, donc sur la ferme on fait des céréales et des légumes. Donc on accueille les gens à la ferme, on vend à la ferme, on vend aussi dans des magasins bio. On n'est pas encore dans des ventes à des collectivités, mais bon, on pourra réfléchir à ça dans les mois, dans les années qui viennent. C'est une possibilité qu'on peut avoir. Mais pour l'instant, notre cœur de métier, c'est le circuit court et surtout la vente directe. Voilà, sur la ferme, quand Gilles a commencé, il était tout seul. Il a pris un apprenti, puis un salarié, puis un associé. Et aujourd'hui, on est 2 associés, 3 salariés et des saisonniers, quoi, suivant le... Donc on a quand même réussi à créer de l'emploi.
des gens qui sont stables, qui me semblent assez épanouis, on espère, avec une bonne ambiance. Et voilà, nous, le plaisir qu'on a, c'est de voir les gens qui viennent chez nous et qui sont contents des produits qu'on fait. C'est l'échange qui est important. Et on est content de participer à l'aspect ville nourricière de Quetigny. C'est important pour nous, quoi. Voilà, donc on est vraiment sur du local. Alors tu parlais d'irrigation. En effet, en légumes, bon, on ne l'apprend à personne. C'est des cultures qui ont vraiment besoin d'eau. Alors quand on parle d'irrigation, on parle déjà comment essayer de réduire les quantités d'eau qu'on peut amener. Donc ça passe par un travail du sol, hein, le vieil adage, un binage vaut 2 arrosages. C'est pas totalement vrai, mais ça aide énormément. Le travail du sol permet de libérer de l'eau qui est en profondeur et de la faire remonter. Voilà, on travaille aussi sur des techniques de limitation des quantités d'eau avec du goutte à goutte notamment, avec ce qu'on appelle de la couverture intégrale, c'est-à-dire qu'on arrose l'ensemble du champ d'un coup. Et sinon, on est sur des techniques d'arrosage avec un canon, des techniques plus utilisées en grande culture, qui utilisent quand même plus d'eau. Donc nous, on utilise ces 3 cultures-là, et on essaye de faire attention aux quantités d'eau. Mais quand on parle d'essayer de relocaliser la nourriture des gens, il faut bien comprendre que, notamment les légumes, pour parler de ce que je connais, qui viennent d'ailleurs, ils poussent avec de l'eau. Et notamment quand ils viennent d'Espagne, du Maroc, etc. Donc c'est vrai que si on produit plus de légumes en bio ici ou pas en bio, on va aussi avoir des consommations d'eau qui vont augmenter. L'agriculture, en général, ça représente quand même une faible consommation de l'ensemble de la consommation en eau, quoi, hein. C'est loin de là, je crois qu'on est autour de 3%. Donc c'est pas énorme du tout, quoi, hein. Donc si on veut continuer à développer la production de légumes, on a besoin de pérenniser la ressource en eau. Il faut savoir que sur la commune de Quetigny, on est sur un sol qui est très argileux, avec une nappe qui est assez profonde et assez diffuse. Et pour prélever de l'eau, pour irriguer des parcelles en production agricole, on est limité en termes de volume d'eau. Donc cette solution-là est assez limitée. Donc on est en train de réfléchir de manière collective entre 3 communes, une dizaine d'exploitations agricoles notamment, pour avoir une possibilité de stockage de l'eau pour pouvoir l'utiliser à des fins d'irrigation quand on en a besoin, à la fois dans des cultures ou dans des espaces verts ou dans des terrains de sport pour les communes. Donc voilà, il faut quand même savoir que, pour reprendre le t-shirt du monsieur, cette histoire de climat, il y a plein de gens qui sont sceptiques par rapport à l'évolution du climat. Maintenant, il faut quand même être clair, on va forcément avoir une élévation des températures dans les années qui viennent. Le GIEC nous prédit à peu près, sur les estimations basses, une augmentation des températures mondiales entre 2 et 2,5 degrés à l'échelle de 2050, ce qui est déjà énorme, et prévoit à l'échelle de 2100, 2,5 degrés à 5 degrés, suivant si on fait quelque chose aujourd'hui ou pas, pour essayer de réduire les émissions ou essayer de stocker plus de carbone. Mais la solution, c'est quand même d'essayer de réduire les émissions. Donc face à ça, 2 degrés pour nous, c'est énorme, mais pour les plantes et les animaux, c'est également énorme. Donc ça va nécessiter que les systèmes agricoles ils s'adaptent. Alors on va essayer de s'adapter, on va essayer de réduire nos quantités d'eau, mais pour faire des salades, des tomates, des pommes de terre, etc., il nous faudra quand même de l'eau. Donc il faut qu'on réfléchisse en amont forcément pour économiser cette eau et puis éventuellement la stocker et mieux la gérer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de réfléchir à ça de manière collective sur la commune et les communes avoisinantes. Donc c'est une démarche qui est assez intéressante. Voilà sur la partie irrigation. On pourrait revenir, tu veux que je dise un mot sur le GAB ? Un petit mot sur le GAB, oui. Donc le GAB, c'est le groupement des agriculteurs biologiques de Côte-d'Or. C'est un syndicat agricole qui défend les intérêts des agriculteurs bio et qui est structuré aussi au niveau national. Donc c'est une veille au niveau réglementaire et c'est aussi une association qui travaille en lien avec Bio Bourgogne,
qui emploie des salariés qui travaillent sur des aspects techniques pour développer l'agriculture biologique, des connaissances en agriculture biologique, faire de la vulgarisation et de l'échange d'informations entre les paysans bio. Donc c'est vraiment des outils qui sont essentiels pour que les paysans bio échangent, et on est sur une réelle dynamique de conversion en agriculture biologique, que ce soit en Côte d'Or ou en France. Donc c'est les futurs bio, c'est des conventionnels d'aujourd'hui, hein. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Donc il faut exclure personne, on discute avec tout le monde, on va tous dans le bon sens. Et voilà. Et l'augmentation des surfaces en bio est assez intéressante, mais il faut le travailler de manière collective. Merci Alexandre Bréjean pour ce topo à la fois sur le besoin en eau. C'est vrai qu'on essaie de redévelopper une agriculture locale, bio, vivrière à Quetigny, que ce soit avec l'installation de Promut ou avec d'autres porteurs de projets. En même temps, on a besoin d'eau et du coup, le changement climatique nous en donne un petit peu moins. Et c'est pas rien de réfléchir à cette question. Et des questions, vous en avez peut-être. Alors, pour les raisons de Covid, je ne vais pas vous laisser le micro à la main, mais je vais venir vers vous si vous avez une question à poser. Comme ça, vous pourrez parler dans le micro. Et les personnes du public, les intervenants, pardon, pourront vous répondre. Alors, qui a une première question à poser? Oui. On ne peut pas monopoliser la parole. Mais, j'entendais que justement Quetigny la protégeait, de faire des vergers, tout ça. J'imagine qu'il doit y avoir une politique de préservation de tout terrain agricole, de non-artificialisation des terrains agricoles, j'imagine. Et voilà, je vais faire un peu polémique, mais j'entendais les personnes défavorisées qui n'avaient pas accès au bio. Dans le nord de Dijon, actuellement, il y a quand même les Restos du Cœur qui ont 2-3 hectares, qui font du maraîchage pour les Restos du Cœur. Voilà, les gens ont des super produits et c'est amené à être détruit pour faire des bureaux. Donc, il y a quelque chose d'antinomique là-dedans. Donc, moi, ça me perturbe, quoi. Il y a un double discours, je dis honnêtement, qui ne convient pas, quoi. Alors, je comprends que ça vous perturbe, et ça nous perturberait aussi, effectivement, si la situation en restait en l'état. Alors, il faut savoir que, effectivement, les restos, leurs jardins aujourd'hui vont être gagnés progressivement par l'urbanisation, qui est nécessaire, et c'est pour cela qu'ils vont venir à Quetigny. Et donc, on va leur permettre d'avoir même un peu plus de terrain qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et voilà, ça participe à ça. Et mon collègue Philippe a parlé, effectivement, a beaucoup parlé de permettre, parce qu'on en est là encore aujourd'hui, comme il l'a précisé, même ceux qui paient le prix fort ne paient pas le prix de revient d'un repas. Un repas dans les cantines à Quetigny, c'est de l'ordre de 15 €. Il n'y a personne qui paie 15 €. Les tarifs, les maxi, doivent être à 6,80 €. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'avoir ce souci, en tout cas permanent, de permettre, effectivement, un repas de qualité au plus grand nombre et a fortiori encore à ceux qui sont en plus en difficulté. Par rapport à la gestion de l'espace, effectivement, dans l'ancien PLU, par exemple, Quetigny avait une réservation de 60 hectares qui était prévue à l'urbanisation. C'était encore l'époque, qui n'est pas si lointaine, où on faisait 400 pavillons sur 35 hectares. Donc ça, c'est une époque qui est révolue. C'est pour cela que nous, l'urbanisme, donc c'est en centralité, c'est derrière la station du tram. Là, par exemple, il y a 7 hectares et on va faire 260 logements. Donc. Et ces 60 hectares, nous les avons rendus à l'agriculture. Ils sont pérennisés, ils sont à l'agriculture. Alors certains nous disent, vous n'avez rien donné à l'agriculture, puisque de toute façon, ils n'ont jamais été urbanisés. Eh bien, si, on les a quand même redonnés à l'agriculture, parce que si on n'avait pas modifié le PLU, effectivement, les promoteurs, et déjà certains s'étaient emparés du projet, en tout cas, en allant voir les agriculteurs qui, pour certains, étaient vendeurs, parce qu'ils achetaient le foncier à des prix qui faisaient que, évidemment, il y avait une inflation galopante du foncier. C'est un vrai problème aussi. Donc voilà, donc ces 60 hectares, ils sont à l'agriculture. C'est ce qui nous permet justement d'installer des projets comme Promut et les Jardins du Cœur et d'autres. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un jeune qui veut s'installer
il n'a pas beaucoup de moyens. Alors, il y a sans doute un accompagnement à voir et comment on peut l'accompagner. Et le projet d'eau, effectivement, est intéressant parce que c'est un projet global. En tout cas, il concerne toutes les parties. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre interrogation. Merci Monsieur le maire. Donc, la gestion du foncier et les plans locaux d'urbanisme, ce sont aussi des outils du coup pour les agricoles. Monsieur. J'aimerais revenir sur la question du nouveau label. Les labels AB sont des labels dont les pratiques sont vérifiées, il y a des contrôleurs, etc. Donc il y aurait un nouvel organisme certificateur où le côté AB serait certifié par les organismes existants. Je ne sais pas. Non, là, je pense que si je peux me permettre, il y a une petite confusion. Le label agriculture biologique, de toute façon, est certifié par des organismes certificateurs externes et indépendants. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse là. Vous l'avez entendu ? Non, bon, excusez-moi. Non, je disais simplement que je pense qu'il y a une petite confusion. En fait, le label agriculture biologique, il est déjà certifié par des organismes certificateurs indépendants. Il y a des organismes comme Ecocer, par exemple, qui ont pignon sur rue, qui sont des organismes certificateurs indépendants, mais pour tout un tas de trucs. Ils ont un cahier des charges et ils contrôlent que le truc est bien rempli. Donc en fait, lorsqu'on va s'orienter vers ce label, mais je veux dire, pas des mois, hein, ça va être un long processus, hein, parce qu'on va prendre justement le temps, produit par produit, avec le collège des producteurs, le collège des citoyens, etc., de voir quels sont les critères nutritifs, les critères sanitaires et les critères gustatifs. Ça, c'est pour les produits. Et puis pour l'environnement, on va regarder quels critères on prend en compte. Les critères d'empreinte carbone, les critères de biodiversité, les critères de qualité de l'eau. Voilà. Donc ça va prendre son temps. Mais une fois que ces critères seront déterminés et que les seuils seront identifiés, eh bien, à ce moment-là, ce label, il sera certifié par un organisme externe type Ecocer, de la même manière que pour l'agriculture biologique. Ce qu'il faut bien comprendre, et je comprends que ça puisse être un petit peu perturbant, hein, le truc, c'est simplement une logique d'équité sociale pour faire en sorte qu'on ne risque pas d'avoir une alimentation à deux vitesses. Des gens qui auraient les moyens de payer et des gens qui n'auraient pas les moyens de payer. Et donc, il se trouve que, encore pour quelque temps, je suis directeur d'une unité de recherche qui s'appelle agroécologie. Hein, et il y a quand même 350 personnes qui bossent là-dessus, ici, à Dijon. Donc c'est quand même une chance collectivement pour le territoire. C'est la deuxième plus grosse unité de recherche d'INRAE et c'est la première unité de recherche en Europe sur l'agroécologie. Manque du peu. Bon. Et il y a des gens qui sont très compétents là-dedans. Et ces gens très compétents, ils développent des systèmes de culture dont on montre d'ores et déjà qu'ils peuvent permettre de réduire l'utilisation de pesticides. Je disais à Catherine, là, qui est au milieu de vous deux, que à Bretonnière, qui fait partie de la métropole, hein, il y a un domaine expérimental de l'INRA, il y a la Chambre d'agriculture, il y a Agronome, il y a un domaine qui fait plus de 100 hectares. On a mis en place, maintenant ça doit faire 3 ans, une plateforme qui est unique en Europe, où on teste sur 100 hectares des systèmes de production à 0 pesticides. 0 pesticides. Et pas que des légumes. Des légumineuses, des céréales, tutti quanti. D'accord ? Donc on a les possibilités au jour d'aujourd'hui, et ça a été, pour nous qui sommes scientifiques, publié dans une revue prestigieuse, où il a été montré que sur un réseau d'agriculteurs, des agriculteurs qui eux-mêmes font le choix de réduire l'usage de pesticides en France, et ça avec toute une cartographie, d'ores et déjà avec des techniques qu'on propose et par leur propre innovation, ils ont un rendement financier qui est équivalent à leurs collègues qui utilisent la même quantité de pesticides. Ouais, non mais d'accord, vous pouvez dire ça, mais là on le démontre et c'est sur la voie publique.
Donc reconnaissez un petit peu ce travail-là. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un rendement inférieur, mais ils ont des coûts de production qui sont inférieurs. Donc la productivité économique est équivalente pour ces producteurs-là. Si on vend les produits qui auront ce label Dijon Agroécologie juste un petit peu plus cher, pour que ça reste compatible d'accès au plus grand nombre de la population et que cette alimentation de qualité soit pour tous les citoyens, pour toutes les citoyennes et pour tous les enfants, l'agriculteur, lui, aura de toute façon une marge qui sera légèrement supérieure. Et là, on ne parle plus des problèmes d'une catégorie socio-professionnelle sinistrée, qui était une catégorie socio-professionnelle qui se suicidait le plus en France, parce que quoi, il y a eu le Covid, et tout ça, c'était il y a un siècle, mais c'est toujours là. Bon. Et à ce moment-là, pour ces agriculteurs, il y aura à la fois une meilleure rétribution, mais en faisant des produits qui sont utilisables par tous, et par toute une politique de communication avec des codes barres, etc., le consommateur, le citoyen qui achètera le paquet de pâtes X, il sera capable, alors pâtes c'est peut-être mal choisi parce que du blé dur on n'en fait pas ici, mais la boîte d'œufs, il pourra scanner le code barre quand il sera chez lui, il pourra même trouver de quel agriculteur ces œufs proviennent, c'est-à-dire que la commune et l'agriculteur. Donc on est dans ce souci de traçabilité. Le bio, c'est très bien et ça restera une valeur sûre, mais ce qu'on propose, c'est quelque chose de complémentaire et quelque chose de même qui peut aider le bio, en plus, en apportant la certification locale, ce que ne fait pas le bio pour l'instant. Donc, je voudrais simplement dire aussi par rapport au fait que ça perturbe un petit peu, la loi Egalim, que vous connaissez certainement, qui est la loi qui impose la restauration scolaire d'avoir 60%, je ne sais plus combien de pourcents de produits locaux de qualité. Là-dedans, ils ont prévu 50% de bio. C'est-à-dire qu'ils ont prévu, justement par rapport aux contraintes budgétaires dont on discutait avec Rémi et monsieur le maire, il y a la possibilité d'avoir cette marge même sur la restauration scolaire, d'avoir une part de bio et une part de produits de qualité d'origine locale. Et donc, en fait, c'est bien là-dessus qu'on va travailler. Et le travail qu'on est en train de faire, comme à Quetigny, mais on le fera d'ailleurs ensemble avec Quetigny, mais j'ai prochainement une rencontre avec le maire de Magny-sur-Tille aussi, par exemple, c'est de pouvoir installer des producteurs. Les producteurs, ils vont s'installer en bio ou ils vont s'installer en autre chose. Il y aura des critères de sélection de ces producteurs, comme ça a été fait, c'était dit, pour que ces producteurs, s'ils s'installent, ils s'engagent à respecter un certain nombre de valeurs qu'on souhaite qu'elles soient partagées par rapport au plan de transition alimentaire qu'on met en œuvre. Voilà. Excusez-moi, en fait, je trouve ça très bien, très joli, mais développer la bio, tout ça, qu'est-ce que, par exemple, dans le TIGA, pourquoi un partenaire comme Dijon Céréales, qui a une grosse part, qu'est-ce qu'elle va apporter là-dedans? Enfin, qu'est-ce que ça leur apporte à Dijon Céréales d'être partenaire d'une idée comme le TIGA? Bon, c'est une bonne question. En fait, comme me disait monsieur le maire, en aparté, il faut qu'on organise les filières. Si, par exemple, on veut développer les légumineuses, pourquoi d'abord on veut développer les légumineuses? Parce que les légumineuses, ça permet de capter l'azote de l'air et d'éviter d'apporter des engrais azotés. Ce qu'on respire en ce moment, c'est essentiellement de l'azote. Donc l'azote, il est en quantité illimitée dans l'air. Quand on apporte 1 tonne d'engrais azotés, il faut 850 kg d'énergie fossile. D'accord? Donc, toute l'économie que l'on a en termes d'engrais azotés, au-delà des aspects environnementaux, qui polluent les nappes, qui dégagent des gaz à effet de serre, ça permet de réduire l'empreinte carbone. Lorsqu'on utilise des légumineuses dans la rotation, on réduit aussi les pesticides, parce qu'on diversifie les cultures. Bon. Donc, c'est très vertueux pour l'agroécologie, mais c'est vertueux aussi pour l'alimentation humaine. Quand je disais que dans le plan alimentaire, l'objectif c'est de remplacer une partie des protéines animales par des protéines végétales,
parce que l'empreinte carbone est nettement plus faible. C'est en plus, les nutritionnistes nous disent que c'est en plus bon pour la santé. Donc une fois qu'on a dit ça, si moi j'encourage les agriculteurs à faire des légumineuses, les collègues agriculteurs et agricultrices se retournent vers moi, et ça je le faisais, ça m'était arrivé avant le TIGA. Ils me disaient, Philippe, t'es bien gentil, mais où est-ce qu'on va les vendre nos légumineuses? Et moi il faut que je vive. Ah oui. Et donc la logique de filière qu'on met en place, c'est que Dijon Céréales investit 2 unités de transformation. Une unité de transformation qui permet de produire des protéines végétales pour l'alimentation humaine, protéines végétales qui sont utilisées par la restauration collective, qui permettent ce repas, etc. Et c'est pareil, c'était il y a 100 ans, c'était avant le Covid, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le président Macron a eu des mots avec son président brésilien, qui se sont donné des noms d'oiseaux, etc. On peut toujours critiquer l'évolution des modes de production au Brésil, mais s'ils font du soja et qu'ils arrachent la forêt amazonienne, c'est bien parce qu'il y a des acheteurs de soja. D'accord? Bon, et ce que disait Macron, peut-être c'était pas hargne aussi vis-à-vis du président brésilien, j'en sais rien, c'est qu'il voulait l'autonomie protéique pour les animaux. Et donc, c'est pas parce que Macron a dit ça qu'on veut le faire, mais c'est simplement pour citer le contexte, je précise. Bon, toujours est-il que la viande de bœuf qui va être labellisée, par exemple, aura le prérequis de n'utiliser que des protéines végétales utilisées localement, avec des légumineuses produites localement. Et donc, vous voyez un peu le cercle vertueux. À partir du moment où on a des unités de transformation, les agriculteurs, en retour, eux, sont prêts à faire des légumineuses, puisqu'ils peuvent les écouler. Donc, on sort de ce climat de méfiance générale, et on se dit, est-ce qu'on ne peut pas organiser une filière où tout le monde soit gagnant? Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Voilà. Et j'espère que c'est bien gentil. Monsieur Thomas. Juste une remarque. C'est extraordinaire sur l'idée de développer les protéines végétales. Mais Caton l'Ancien, 400 ans avant Jésus-Christ, l'avait déjà dit en disant il faut développer les légumineuses, le pois, la vesse, la fève. Et ça fait 2500 ans. Et on est toujours à se poser les mêmes questions. Donc il y a peut-être un autre type de réflexion à mener à caractère sociologique et pas simplement économique. Complètement. Non mais là, bon, tu as complètement raison, Jean-Michel. En fait, moi j'étais très surpris parce que moi j'apprends tous les jours avec mes collègues qui sont plus experts que moi en alimentation. Moi je suis plus sur l'amont, je suis plus sur l'agroécologie. Mais les collègues qui travaillent sur l'alimentation m'ont dit si on fait un radio-couloir, un radio-trottoir, il y a une grande majorité des gens qui ne savent pas que les légumineuses ça apporte des protéines. Premier truc. Quand on parle de l'inégalité sociale en termes d'alimentation, les populations les plus défavorisées sont celles qui respectent le moins les recommandations du plan national nutrition santé. Donc, c'est-à-dire qu'elles mangent gras, elles mangent transformé, elles mangent salé. Moi, j'étais frappé, j'ai visité l'épicerie solidaire Épisourire. On est en interaction parce que j'essaie de mettre en place un circuit qui va leur permettre d'avoir des produits frais, légumes bruts. Et quand j'y étais, j'étais surpris, il n'y avait quasiment pas de légumes, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand j'ai visité l'épicerie, il y avait des piles de boîtes de conserve de lentilles saucisses qui coûtent relativement cher. Et il n'y avait pas de sachet de lentilles. Et donc j'en fais la remarque à la directrice d'Épisourire. Elle me dit oui, mais si on met des lentilles à vendre, ils ne vont pas les acheter, ils ne vont pas les cuisiner. Donc en fait, dans l'action TIGA, il y a toute une notion d'apprentissage. C'est-à-dire apprentissage
à l'achat, aide à l'achat, c'est-à-dire que les fameux produits, disons, agroécologiques qui sont un peu plus chers, du coup, la mairie peut soutenir cet acte d'achat pour les populations les plus défavorisées. Et l'acte d'achat de ces produits bruts est associé à des coupons qui leur permettront de les acheter. Et en même temps, par rapport à l'aspect sociologique, il y aura des ateliers cuisine pour apprendre aussi la cuisine des légumineuses, pour ceux qui connaissent, à la maison phare à Fontaine-Douche. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un ensemble, et quand je disais que c'est une vision systémique, le voisin là est parti, c'est bien ça, c'est une vision filière. Et la vision filière qui va jusqu'à, finalement il y a des légumineuses, mais qu'est-ce que j'en fais? Bon, apprentissage aussi, etc. Bonjour. Je voudrais vous stimuler sur la question des forêts nourricières. Il existe des forêts nourricières pédagogiques urbaines pour sensibiliser justement les populations à ce qu'elles mettent dans l'assiette. Et c'est des dispositifs pédagogiques qui sont vraiment intéressants dans le sens de ce que vous disiez sur l'apprentissage de l'utilisation des aliments, monsieur. Et puis la deuxième chose, pour poursuivre sur Quetigny, sur votre volonté biologique, je vous invite à planter une forêt nourricière ouverte pour les habitants. Et il y a une autre question derrière qui est par rapport justement à l'appropriation des sols et la participation des citoyens. Comment des collectifs d'habitants peuvent par exemple travailler avec les mairies, moi je suis à Dijon, sur l'appropriation d'espaces urbains et de la culture dans des zones publiques avec des contrats, avec des façons de faire tout à fait carrées et à mettre en place. Je serais très intéressé par ça. Merci. Je vais répondre et j'espère... on en avait parlé ensemble puisqu'on était sur le stand de la ville tout à l'heure. On a, je l'ai dit tout à l'heure, les jardins partagés. Alors il y a un petit jardin partagé rue des Huches. On a celui maintenant qui est au Grand Chénier. On a la volonté d'en faire un troisième place Ex-Atlas. Ça fait partie de la réponse à la participation. Si demain on a des habitants, et on le voit aux allées Cavalières, on a des habitants qui ont souhaité avoir des bacs potagers sur la voie publique, au pied des arbres. Eh ben, ils ont fait la demande, ils ont avec l'association locale défini les lieux, le nombre, etc. Et la ville a mis à disposition ces bacs. On a également les jardins éphémères devant la mairie, donc où les plants sont fabriqués dans nos serres et on plante. Et les gens, quand ils passent, ils peuvent récolter à la fois le persil pour mettre dans la salade le soir, mais aussi des tomates et d'autres légumes. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait et ce qu'on a envie de faire pour le futur. Et s'il y a d'autres habitants qui souhaitent quelque chose sur la ville, les services, notamment les services techniques, on étudiera toujours avec plaisir des initiatives de cet ordre-là. Souvent, la difficulté, c'est de pérenniser. Ça marche une année, ça marche un peu moins la deuxième, et la troisième, il n'y a plus rien. Et même aux Allées Cavalières, cette année, on s'aperçoit que c'est plus aussi vrai que précédemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, on est bien d'accord. Monsieur le maire, peut-être le mot de la fin ? Le mot de la fin, alors un mot de la fin optimiste, effectivement. Le Covid aujourd'hui, la Covid, alors le ou la, suivant, nous oblige à prendre de plus en plus de précautions, en tout cas à continuer. Je ne sais pas si on aurait pu faire ce marché, si on pourra, en tout cas si c'était dans 2-3 semaines. Donc on a vu aujourd'hui l'intérêt, malgré cette période perturbante. Et donc, il nous faut continuer. Le marché bio en est effectivement une des raisons. D'autant plus qu'on le décline maintenant toutes les semaines en marché sur le samedi. Et il nous faut là aussi continuer. Et puis, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Les chantiers sont énormes. On voit les perspectives, en tout cas. Et c'est évidemment ensemble. Rien ne pourra se faire individuellement. C'est ensemble que l'on réussira.
Donc voilà, merci à vous. Et puis continuons encore sur le marché bio jusqu'à ce soir. Merci à vous.